le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Coach familiale, Nathalie de Bois-Grolier a créé l'association OSE, qui développe des outils pour une approche éducative harmonieuse et bienveillante, notamment basée sur les dernières recherches en pédagogie, en neurosciences et en sciences du comportement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour. Merci de venir aujourd'hui. Alors moi je suis de retour à Paris. On est à l'hôtel Le Six qui nous accueille aujourd'hui. Et ce qui nous amène, c'est toujours mon documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? Comme je te le disais au préalable, j'ai réalisé un petit peu plus de 1600 interviews. J'ai dû faire quasiment 800 000 km autour de la planète. Parce que pour moi, cette question, elle est fondamentale. Et comme je te le disais, il y a une personne sur 4 qui me dit je ne sais pas ce que c'est le bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Nathalie ? Comme pour la plupart des personnes que tu as interviewées ou les personnes qui nous écoutent, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Et du coup, je me suis aperçue que je suis née pessimiste. Maintenant, je peux dire que je suis un optimiste modéré, parce que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et je me suis aperçue que j'étais née pessimiste, tout simplement parce que j'avais un environnement pessimiste. J'ai pas eu de parents qui avaient une vision du monde bienveillante, positive, qui prenaient soin d'eux, voire m'apprenaient à prendre soin de moi, qui m'a appris, je dirais, à regarder les choses différemment, de savoir éteindre la télé, de savoir se ressourcer et simplement d'apprécier une simple balade et donc du coup de profiter d'un temps simple. Voilà. Et puis, il y a quelques temps de cela, je rentre à la maison et je pose cette question à mes enfants. Je leur dis, mais à l'école, est-ce qu'on peut être heureux ? J'ai mon fils aîné qui crie en disant, oh là là, c'est pas possible, il faut finir l'école le plus tôt possible. Et puis, j'ai ma fille qui arrive et qui dit, ah non, mais heureusement qu'il y a les copines. Et donc, je lui dis, mais moi, mes parents m'ont élevée en disant, il faut souffrir pour être belle. Et je me suis dit, mais il faut souffrir à l'école pour réussir. Et ça m'a ramenée à cette histoire sur le fait que j'étais née pessimiste parce que j'avais un environnement pas très gai, pas très joyeux, qui partageait pas beaucoup, qui était un peu replié sur lui-même avec les soucis de la vie. Et donc à partir de là, effectivement, j'ai travaillé sur moi pour, comment dirais-je, enlever ce manteau gris. Voilà, pour devenir un optimiste modéré. C'est quoi un optimiste modéré ? On peut mettre une définition dessus ? Parce qu'il me faut toujours faire un effort. Il me faut un effort pour regarder le positif. Il me faut un effort pour apprécier, prendre le temps de goûter, de savourer, de ralentir le rythme pour prendre justement un plaisir, rien que d'observer ici la déco de cet hôtel. Et du confort du fauteuil, de cette ambiance calme. Avant, en fin de compte, je serais passée sans franchement y faire attention et du coup sans même le savourer. D'accord. C'est marrant parce que ça se rapproche de certains sages qui nous disent que finalement le bonheur, ça serait sûrement d'être en pleine conscience. Je ne sais pas, mais le fait d'avoir ralenti le rythme, le fait de commencer à faire attention à ce que j'avais et à l'apprécier, ça m'a permis déjà de calmer mon esprit, mais ça m'a permis justement d'être plus attentif et d'être plus heureux et de savoir me nourrir de ce qui me rendait heureux au lieu d'être dans une course folle à faire de plus en plus, toujours plus. Et puis surtout,
de ne pas prendre conscience que j'avais le pouvoir d'éteindre la télévision pour pas être polluée d'informations qui n'avaient aucun intérêt, mais qui quelque part nous chargeaient notre sac à dos. Voilà. Quelle angoisse, comment dirais-je, de ne rien pouvoir faire alors qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle à 3000 km. Voilà. Est-ce que ce genre d'information est intéressante? Voilà. Est-ce que c'est vraiment une information? Est-ce que c'est vraiment une information? Voilà. On peut se poser la question, hein. Voilà. Parce que moi je dis souvent, imaginons demain, toi tu es directrice de TF1, j'imagine que tu passerais des nouvelles qui seraient tellement différentes de ce qu'on voit en ce moment à la télé, et puis depuis des années et des années, que c'est relativement simple. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte que, si on fait une petite parenthèse par rapport aux médias, que ça représente même pas 1% de la réalité de ce qui est médiatisé à travers tous ces journaux, quoi. Oui. Ce qui est bien dans ton initiative et dans d'autres qu'on trouve maintenant sur les réseaux sociaux, et ça c'est le côté positif, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont acteurs, qui font des choses incroyables. On ne les connaissait pas, on ne les voyait pas, et effectivement les réseaux sociaux nous permettent d'accéder à cette information, et donc du coup je me nourris ou je me focalise de cette information. Et puis j'ai vraiment appris à éteindre la télévision, à aller un peu plus dans la nature, à savourer. C'est génial. Voilà. Voilà. Mais c'est passé par une prise de conscience que j'avais un environnement anxiogène, angoissé surtout. J'ai dû faire un travail, par exemple, sur la relation à l'argent, où mes parents étaient très angoissés. Et ma mère, qui est à un certain âge, c'est la panique. Elle m'appelle tous les 3 mois en disant « mais je peux pas dépenser l'argent pour le fioul ». Mais maman, si, tu as ce qu'il faut sur le compte. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de me dire mais comment faire pour bien vieillir, comment faire voilà, pour lâcher sur ces petites peurs et avoir cette souplesse de rebondir. C'est intéressant, ça veut dire que tu as découvert des outils. Tu parlais de te couper de la télé, d'aller en pleine nature, d'être suffisamment plus en conscience et d'essayer de faire le choix d'être plus en conscience. Est-ce que tu as découvert d'autres outils comme ça? Alors moi j'ai un outil que j'aime beaucoup, que je présente de temps en temps en conférence et pas suffisamment. Ça s'appelle « Quel héros tu veux être ?» C'est une galerie de portraits de personnes qui ont réussi dans la vie et que vous voyez régulièrement à la télévision. Et vous apercevez que cette personne a toutes les raisons de ne pas être là, de ne pas avoir réussi. Et pourtant, elle a réussi. Alors, un petit exemple, on va parler de l'humoriste Canteloup, sur TF1. Au fait, tout simplement, c'est un homme qui a perdu son frère à l'âge de 17 ans. Il allait s'engager dans une carrière du milieu du cheval, moniteur équestre. Et puis, la mort de ce frère brutal va changer l'ambiance de la maison. Et pour pouvoir détendre cette ambiance, faire rire ses parents qui se sont plongés dans la tristesse de la perte d'un enfant, et ben c'est comme ça qu'il a complètement changé sa voix et qu'il est devenu humoriste. C'est incroyable. Voilà. On peut en prendre un deuxième. Ah, j'ai oublié son nom. Je connais très bien son histoire, mais alors c'est un humoriste qui, à l'âge de ses 20 ans, a perdu sa mère d'un cancer, a perdu son père assassiné, et sa maison a complètement brûlé. Donc en l'espace de 3 ans, il perd ses parents, il perd sa maison, il n'a plus aucun objet, plus de photos, plus de souvenirs. Et donc il monte à la capitale, les mains dans les poches, avec rien, avec cette grosse difficulté, et il en a fait son métier d'humoriste. Je crois que c'est Michel... Non, je ne sais plus son nom, excusez-moi. C'est incroyable. Et voilà. C'est incroyable quand même les histoires. Moi je dis très souvent, on arrête n'importe qui dans la rue, on prend le temps d'écouter son histoire. A priori, on a tous des histoires de dingue. Du coup, c'est intéressant justement de faire attention à l'autre parce qu'on ne sait pas quelle est son histoire et on est tous des résilients. Entre celui qui a perdu sa mère trop tôt, son frère, celui qui vit en ce moment un cancer, voilà, celui qui a une dépression ou qui sort d'un chômage difficile ou d'un accident de voiture. En fait, on ne connaît pas notre voisin, on ne connaît pas notre collègue de travail. Et donc, effectivement, apprendre les outils de la bienveillance pour se permettre d'être plus patient vis-à-vis de l'autre, ça change un peu le monde. Quel est ton regard justement d'ailleurs sur le monde? Moi, de mon point de vue, j'ai la sensation qu'il y a une espèce de prise de conscience globale
qui se fait, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de plein de secteurs. Parce que justement, comme tu le disais à juste titre, moi je vois des millions et des millions de personnes qui se bougent aux quatre coins de la planète et qui apportent des solutions, des fois à petite échelle, des fois à très grande échelle, mais qui ne sont pas forcément mis en avant. Et donc du coup, on a cette sensation qu'il y a une espèce de prise de conscience générale qui se fait depuis 4-5 ans. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage cet avis puisque j'avais fait même un mémoire sur cette question de savoir qu'est-ce qui freinait le changement, quels étaient les freins au changement. Donc j'avais cette question d'avoir le sentiment qu'on était dans une société qui n'évoluait pas, qui ne bougeait pas, qu'on ne passait pas, je dirais, le seuil significatif pour un vrai changement. Donc oui, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont engagés. Pourtant, moi, j'ai quand même le sentiment que le cap majeur n'est pas encore passé, quoi. Voilà. D'accord. Tu parles de la France, là, ou tu parles... Je parle de la France parce que je connais bien la France, quoi. Ouais. Quelque part, les freins, les résistances, elles sont là. Je veux dire, moi qui travaille sur l'éducation bienveillante et une école positive, il y a des demandes, il y a des envies, les enfants ne vont pas bien, les parents s'angoissent, s'inquiètent, les enseignants craquent, sont fatigués. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans augmenter le budget. Pourquoi c'est pas fait ? Pourquoi il n'y a pas de plan de formation des enseignants ? Pourquoi il n'y a pas de plan de reconversion professionnelle d'enseignants ? Pourquoi il n'y a pas une ouverture plus facile de personnes qui veulent se reconvertir pour devenir enseignants ? On peut être ingénieur ou comptable et puis avoir envie de devenir enseignant sans pour autant se refaire 3 ans ou 4 années d'études. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et pourtant, ça stagne. Ça stagne. Alors, j'y stagne pour aller dans ton sens. Moi, mon avis, c'est justement, j'ai l'impression que ça avance. Mais comme on a 15 ans de retard, globalement, on avance tout doucement. Et moi, j'ai ce regard plutôt positif en me disant, malgré tout, on est en train d'avancer. Ça va prendre plus de temps que dans d'autres pays, c'est sûr, mais on a pris une bonne direction. Voilà, tu vois, voilà un exemple d'un optimiste modéré. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà, je suis optimiste et modéré. C'est bon à savoir. Tu fais une très bonne transition d'ailleurs autour de l'éducation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu le sais, on est en train de créer une école de la vie. On pense que justement tout part de l'éducation. Si on veut vraiment essayer de changer notre société de manière positive, ça part de l'éducation. Toi, je sais aussi que tu es très impliqué dans l'éducation. Tu as écrit un super livre qui s'appelle « Heureux à l'école ». Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, mais alors cette idée de ce livre, effectivement, je suis rentrée un soir à la maison, j'ai posé la question du bonheur à mes enfants parce que je réfléchissais sur ce bonheur par rapport à moi et à la vie. Et quand ils m'ont dit « Oh là là, attends, mais tu parles de quoi ?» Je me suis dit qu'il fallait changer les choses. Il fallait d'autant changer les choses que moi, mes enfants ont eu un parcours scolaire relativement facile et correct. Et je me suis aperçue qu'au fin de compte, j'avais trouvé ça lourd et fatigant. Et je me suis dit, mais attends, moi, mes enfants, ça a été relativement facile. Pourtant, je trouve ça épuisant. Donc, il faut vraiment, comment dirais-je, avancer le mouvement, faire découvrir qu'il y a une autre école et qu'on peut être heureux à l'école. Pourquoi attendre le paradis, franchement ? Oui, c'est clair. Il faudrait changer ce paradigme-là. Voilà. Tu peux nous en parler de ça ? Quand on dit heureux à l'école, c'est en gros, c'est amener le bonheur à l'école ? Non, en fait, j'avais beaucoup de parents qui s'interrogeaient sur l'école, beaucoup de parents dont les enfants ne voulaient plus aller à l'école ou c'était conflictuel. Et puis, j'avais aussi des parents qui râlaient un peu parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans des écoles dites alternatives, parce que ça n'existait pas dans leur quartier ou que c'était trop cher. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de leur proposer de comment déjà être à la maison, être différent dans sa relation avec l'enfant dans ses apprentissages et différent dans sa relation avec l'école et qu'il y a beaucoup de choses à la maison qu'on peut faire qui est fortement profitable et encourageant pour la réussite scolaire. Oui. 2 choses. Pourquoi vous, parents, et ça je vous le dis, vous allez me dire oui, on sait, on est d'accord. Oui, mais moi concrètement, sur le terrain, je ne le vois pas. Pourquoi faut-il imaginer une courbe scolaire à 2 chiffres en continuelle progression pour les enfants ?
en toute honnêteté. Même nous, dans notre travail, on a des hauts et des bas, des pertes de démotivation, des moments difficiles. Il en est de même pour vos enfants. Donc, cool, pas de panique. Voilà. C'est pas parce que on réussit sa scolarité qu'on a une garantie de réussite de la vie professionnelle. Très clairement. Il y a des gens que je connais qui ont des bacs plus 5 voilà. À ton avis, quelle serait l'école idéale ? Alors, l'école idéale, pour moi, c'est ma fille qui m'en a inspirée, tout simplement parce que j'ai vécu cette expérience plus ou moins avec elle. Ma fille fait danse-études. Je voulais pas la mettre dans un collège normal. Déjà, j'avais essayé de trouver des solutions pour mon fils et je n'avais pas trouvé. Et donc, quand ma fille a montré un intérêt pour la danse, j'ai découvert qu'il y avait danse-études, comme il y a sport-études, comme il y a musique-études. J'ai dit, OK, banco, on y va. Et là, j'ai découvert un monde extraordinaire. Et je dirais aujourd'hui que pour moi, l'école idéale, ce serait cours fondamentaux le matin ou le soir. C'est quoi les cours fondamentaux ? Maths, français, anglais, voilà. Et puis l'après-midi, alors est-ce que c'est sur une année, est-ce que c'est par trimestre, je ne sais pas, projet. Robotique et nature, allemand et théâtre, radio et sciences politiques, chimie et... Voilà, tout ce qu'on veut, mais une logique de projet qui, justement, permet de mettre en application des mathématiques, des sciences, de l'écriture, de la réflexion, du travail transversal. D'accord. Voilà. Pour moi, ce serait ça. Ça veut dire que là, on est dans un cadre, c'est-à-dire que est-ce qu'on est basé sur les principes des écoles démocratiques dans ce que tu dis, ou est-ce que c'est plutôt une école où on va écouter un enseignant tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que ça, ce serait le premier niveau déjà. Si jamais on pouvait arriver à ce qu'il y ait une logique de projet au collège et au lycée avec des matières intéressantes et aller plus loin, parce que grâce au web, on voit plein de jeunes qui, à 12 ans, 14 ans, font des choses extraordinaires. On se dit, oh là là, je suis des génies, mais moi, je vais vous dire, tous vos enfants, globalement, sont capables de cela. Simplement, on ne leur met pas un environnement qui leur permet. Donc, le jeune de 14 ans qui gagne l'année dernière le concours Google parce qu'il a inventé un petit robot de jardinage, mais voilà, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'espace dans la ville pour accueillir, expérimenter, se tromper, d'adultes qui accompagnent. Donc déjà, si on avait ce niveau-là à l'école, ce serait super. Après, moi, je suis convaincue des cours inversés, je suis convaincue, comment dirais-je, du tutorat par les pairs. Effectivement, j'aime beaucoup les intelligences multiples et ce qui se fait en maternelle pourrait déjà se faire en primaire. Et moi, je suis convaincue et je l'ai expérimenté par d'autres schémas. C'est tu commences par ce que tu aimes et après tu montes pas à pas. Non, je l'ai découvert dans d'autres disciplines. Ça marche, c'est génial. Voilà. C'est incroyable parce que le champ des possibles est gigantesque. Il y a tellement d'approches différentes pour accompagner au mieux les enfants et les enseignants, mais aussi les parents, qu'il faudrait vraiment en parler davantage et surtout que l'éducation nationale s'y intéresse de très près, parce qu'on est vraiment sur un modèle qui a quasiment pas évolué depuis des siècles. Et faut ouvrir les yeux, on est en 2017, donc on est des êtres humains complètement différents, enfin tout est différent qu'il y a 2 siècles en arrière. Et tu sais qu'il existe une cellule de l'innovation pédagogique au ministère de l'Éducation ? Ah ouais, c'est incroyable ça. Alors j'ai essayé de les contacter, mais je ne les ai jamais rencontrés. Mais ça existe, et là j'ai été très surprise de savoir que ça existait. Voilà. Je serais curieux de savoir en quoi ça consiste. Voilà. Et moi je dirais, parce qu'on m'interroge beaucoup sur cette question, est-ce que tu es pour tel organisme ou telle association qui défend soit l'école à la maison, soit les écoles dites alternatives, soit l'école publique, soit... Je dis non, mais attendez, la question elle n'est pas là. Moi, ce que la biodiversité, la nature, le développement durable m'a appris, c'est qu'il n'y avait pas d'adventice. Il n'y avait pas de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, vous savez à quoi elles servent ? Elles servent à amender et à préparer le terrain pour qu'elles soient fertiles. Donc j'ai envie de dire que le développement durable nous apprend qu'il y a une biodiversité, qu'il faut la respecter. J'ai envie de dire qu'il en est de même pour les humains. Donc il y a des places pour
des écoles différentes, voilà, et pas, comment dirais-je, une pensée d'école. Ah bah complètement, oui, c'est clair, tous les courants sont bons parce que aussi on est tous différents et donc faut que ça puisse aussi correspondre à tout le monde, quoi. Voilà. Mais ouais, quand tu parles d'environnement, moi j'entends permaculture derrière ce que tu dis, c'est un peu les bases de la perma, quoi. C'est observe ton environnement et on devrait faire pareil aussi, que ce soit dans l'éducation, dans la santé ou autre, quoi. Être dans l'observation et non pas d'essayer de posséder les choses, quoi. Il y a plus de 600 variétés de pommes de terre. Pourquoi on en a 3 dans nos supermarchés? Tu m'étonnes. Donc ça fragilise, ça permet pas l'expérimentation et l'expression des talents. Et du coup, mais quel gâchis! Et pour revenir à ta question tout à l'heure, je suis contente déjà maintenant de la place qui est faite pour les enfants dits autistes ou avec des troubles autistiques. Voilà, on commence à les voir dans des défilés de mannequins. Là, il y a un magasin qui vend des vêtements pour enfants qui a choisi un enfant autiste. Là, il y a quelques restaurants qui sont ouverts ou qui accueillent des autistes. Donc, ça bouge, tu vois. Ça bouge, voilà. Ça bouge. Samedi, c'est en plus c'est la deuxième journée du bonheur à l'école, des ateliers du bonheur à l'école. C'est les ateliers du bonheur à l'école. Fait par le think tank, la fabrique Espinoza. Ouais. Donc on y trouve des conférences, des stands de personnes acteurs qui fait bouger les choses, et puis surtout, ça c'est très important, des ateliers pour expérimenter. Voilà. Et au fin de compte, rien ne vaut l'expérimentation, parce que lire quelque chose, voilà, savoir quelque chose, c'est autre chose. Mais l'expérimenter, c'est vraiment la connaissance et voilà. Donc je vous invite à venir. Il reste encore quelques places pour venir découvrir, partager, expérimenter, et puis peut-être du coup vous approprier des petits outils, changer justement votre regard et puis aller sur le chemin du bonheur. Bah oui, parce qu'on parle d'école pour les enfants, mais en réalité, il faudrait une école pour les parents. Oui. Il y a tellement de choses à faire, parce que c'est bien si on accompagne les enfants de manière un peu différente pour les éveiller davantage et voilà, pour qu'ils puissent se révéler. Mais si en même temps les parents ça suit pas derrière, il y a un décalage qui va se creuser, quoi. Il faudrait créer je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais il faudrait créer des écoles pour les parents. Il y a l'école des parents sur Paris. Okay. Donc je sais qu'il y a quelques antennes en province. Ces écoles de parents, justement, elles accompagnent le parent à s'interroger sur le parent qu'il veut être. Et puis, il y a un accompagnement à travers d'ateliers. L'association OSE que je pilote avec une douzaine de bénévoles, avec plus de 20 000 personnes, on fait aussi occasionnellement des conférences et des ateliers pour justement s'interroger sur le rôle de parent et puis d'apprendre à être parent. Moi, il y a une chose qui me surprend chez nous, l'être humain, c'est que vraiment on a besoin de tout apprendre. Regarde, on a même besoin d'apprendre le bonheur. Voilà, parce qu'on ne prend pas le temps d'y réfléchir, on n'apprend pas le temps de se remettre en question, de savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quelles sont mes priorités, sans pour autant jeter tout avec l'eau du bain. Est-ce que tu ne crois pas que c'est lié au conditionnement de notre société? Comme je te le disais, il y a quand même une personne sur 4 qui est incapable de me dire ce que c'est le bonheur. Mon point de vue, c'est qu'il y a un conditionnement qui est tellement fort. Tu parlais à l'époque, la télé, tu vois, tous ces outils, les politiques, tout ce qui a été mis en œuvre finalement pour faire ce qu'est notre société. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui est tellement puissant que ça empêche une bonne partie de la population d'ouvrir les yeux et de voir un peu ce qui se passe. Moi, je pense qu'on a une forte croyance qui a quand même été bien martelée par la religion catholique. C'est celle que je connais, donc peut-être que, voilà, justement, que le paradis n'est pas sur terre. Voilà, donc il faut souffrir pour vivre, il faut travailler dans la douleur pour gagner son pain. Et donc je pense que ce n'est pas par rapport à notre époque, mais c'est par rapport, je dirais, aux 2000 années qui viennent de se passer, où il faut gagner sa vie par le labeur, il faut accoucher dans la souffrance, il faut être belle en souffrant. Donc voilà, après, les conditions de vie au 18e, elles étaient dures. Je ne sais pas si ils étaient plus ou moins malheureux. Et ça me fait penser à un épisode de ma vie, parce que quand j'avais 21 ans, je suis partie dans les bidonvilles, justement où j'avais
une question que je me posais depuis très longtemps, dont j'ai une partie de la réponse aujourd'hui, mais j'avais commencé cette quête. Je me suis demandé si on était plus heureux dans nos pays occidentaux riches ou dans les bidonvilles. Donc je suis partie dans les bidonvilles de Caire avec Sœur Emmanuelle, et je suis partie dans les bidonvilles de Bangkok avec l'association Enfants du Mékong. C'était assez innovant parce qu'aujourd'hui les jeunes partent au bout du monde, mais à mon époque c'était assez exceptionnel. Et j'ai découvert des gens qui, moi, me semblaient beaucoup plus heureux, beaucoup plus libres, beaucoup plus fraternels que nous dans les pays occidentaux. Une légèreté, un sens de la fête que moi, je n'ai pas, je n'ai toujours pas et que je ne trouve pas autour de moi. Voilà, je dirais que c'est peut-être ça aussi qui me manque le plus, le sens de la fête dans la simplicité, voilà, ouais. que j'ai découvert dans ces bidonvilles, cette créativité, ces astuces. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je vois aussi dans beaucoup de pays où on peut considérer qu'il y a un pouvoir d'achat qui est quand même beaucoup plus bas que nous en Europe. Et on a toujours ce sentiment qu'ils sont justement plus heureux. C'est souvent dans des pays où il y a du soleil aussi. Il faut croire que le soleil participe aussi à notre bonheur. Et parce qu'ils sont plus dehors, c'est d'autres modes de vie. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont moins dans la possession, c'est-à-dire qu'il y a moins de biens matériels. Et nous, en Europe, on nous fait croire qu'on est heureux parce qu'on possède. Mmh. Donc c'est peut-être lié aussi. C'est peut-être lié. C'est sûr que le manque de soleil, le manque de nature, le manque de mouvement, effectivement, impacte sur nos hormones, sur nos neurotransmetteurs, et effectivement, ça ne favorise pas, comment dirais-je, à la joie et au bonheur. Mais après, effectivement, il y a un formatage, le paradis, c'est après, quoi. Il faut s'offrir pour travailler. Oh là là, ouais. Voilà. Puis quand on regarde l'étymologie du mot travail aussi, ça fait très peur. Tribion, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, tribion, et ça veut dire, je sais plus. C'est l'équivalent de, pas de l'esclavage, mais comme de la torture. Quoi, Oui, voilà, c'est ça. Ouais, oui. Voilà. D'ailleurs, on le voit, quand on quitte son mari ou sa femme le matin, on dit bon courage. Quoi. On ne devrait pas dire bon courage. Je vois encore des parents aussi dire à leurs enfants bon courage quand ils vont à l'école. Pour moi, ça, c'est un mot qu'on devrait sortir de notre vocabulaire. On devrait dire amuse-toi. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, il faut dire à ses enfants, amuse-toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait plaisir, quel bon moment tu as fait. Et effectivement, on peut utiliser les outils de la boîte à kiff de Florence Servan-Schreiber. Ouais. Et le soir, à table, qu'est-ce que tu as appris de nouveau, qu'est-ce qui t'a rendu heureux. Et puis, le faire, nous, en tant qu'adultes, et puis amener les enfants à le faire, justement, pour commencer à regarder les petites pépites, les beaux côtés. Complètement. Est-ce que tu aimes bien les citations ? J'aime bien les citations, mais j'en connais pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a une que tu aimes par-dessus tout, qui te suit partout, tu te dis, tiens, celle-là, elle t'inspire ? Non. Non. J'en ai une que j'aime beaucoup, mais je ne serais pas capable de le redire. C'est Franklin Roosevelt qui l'a dit. Ouais. Mais, trop compliqué. Trop compliqué, voilà. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je trouve qu'elle est tellement puissante et qu'elle synthétise tout, quoi. En gros, si tu veux un monde meilleur, sois meilleur. Si tu veux un monde plein d'amour, sois amour. Enfin, je synthétise, mais c'est un peu ça l'idée. Oui, et en fait, c'est très simple. Du coup, au lieu de critiquer l'autre, au lieu, comment dirais-je, de râler, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie ? Tiens, mais cette personne, c'est quoi son histoire ? Et puis effectivement, de commencer justement, tout simplement, à changer un regard ou être plus patient avec son collègue de travail ou avec ses parents. Et puis après, faire des rencontres, regarder des vidéos comme les tiennes, lire des livres, pour trouver des petits outils, pour être créatif, pour s'ouvrir à la différence. Et c'est un parcours de vie. Et moi, je trouve ça génial. Donc, je ne peux que vous encourager à le commencer, que vous ayez 20 ans ou même 70 ans. Merci Nathalie. Voilà, merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre.
En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?